Salut l'équipe, c'est Levalist. Bon, avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais prévu en fait de faire cet épisode en face cam, parce que ça me manquait, mais je suis rentré en France pour les fêtes, tout en oubliant ma carte SD en Écosse. Ouais, je suis un boulet, ouais. Mais comme j'avais dit que je ferais une vidéo avant Noël et que j'avais très envie d'en sortir une nouvelle, du coup on va se passer de ma tronche pour cet épisode. Voilà presque 2 mois que la Coupe du Monde au Japon s'est terminée. Ce fut un succès sportif, médiatique et financier qui a permis de mettre la lumière sur un pays de rugby assez méconnu du grand public, le Japon. Oui, le Japon est un pays de rugby et même un grand pays de rugby. C'est même le 6e pays de rugby si on regarde le nombre de licenciés. D'après les chiffres, ils étaient déjà 126 000 en 2007 et nul doute que ce chiffre a augmenté depuis. Après cette brève introduction, rentrons dorénavant dans le cœur du sujet. Le Japon est un pays qui fut longtemps fermé sur lui-même, et son ouverture au commerce et aux échanges occidentaux ne va se faire que dans les années 1860. Encore et toujours, la propagation du ballon ovale se fait par les Anglais. Et ce seraient les étudiants britanniques qui l'auraient importé, mais ce sport reste cependant un sport d'expatriés et n'est pas pratiqué par les Nippons. Il faudra attendre 1899 pour que 2 professeurs, Edward Clark Bramwell et Jinosuke Tanaka, décident de créer le premier club de rugby japonais au sein de l'université de Keio. Largement soutenu par l'empereur, ce sport gagne alors les milieux universitaires et voit de nombreuses universités créer leur propre club. Très vite, des tournois et des compétitions sont organisés rassemblant un grand nombre de spectateurs et de licenciés. Ainsi, dès les années 1920, le Japon comptait déjà plus de 1500 clubs, rassemblant 60 000 licenciés, soit plus que le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande réunis à l'époque. Et en 1926, la Fédération nationale de rugby japonais, la Japan Rugby Football Union, est créée pour rassembler les différentes fédérations régionales et pour chapeauter le rugby à l'échelle du pays. Mais le rugby japonais a également la particularité d'être un sport d'entreprise, car les fameuses valeurs véhiculées par ce sport séduisent les dirigeants des grandes compagnies. On voit donc apparaître des équipes d'entreprise se constituer à la fin des années 20, comme les Kobe Steel ou les Kintetsu Liners, qui sont les 2 plus vieux clubs de la Top League, l'actuel championnat japonais. Malgré ce développement assez conséquent durant une trentaine d'années, le Japon ne dispute son premier match international à domicile qu'en 1932. Les Brave Blossoms, qui est le surnom qui est donné à cette équipe japonaise, qui arbore un maillot blanc et rayé de rouge, battent ainsi le Canada. Il s'agit là de la première victoire japonaise officielle dans une rencontre internationale. Malheureusement, à l'approche des années 40, le rugby est vu d'un mauvais œil par le régime ultranationaliste, qui voit dans ce sport une pratique étrangère qui n'a pas sa place dans l'empire du soleil levant. Il est donc moins pratiqué et de nombreux clubs sont alors fermés. Cependant, l'après-guerre voit un retour assez prometteur du ballon ovale sur l'archipel et le rugby gagne de plus en plus de ferveur dans le monde de l'entreprise, voyant même un championnat spécialement dédié aux équipes de firmes se créer en 1949, avec la présence de géants de l'industrie comme Toshiba par exemple. Il faudra attendre les années 60 pour voir l'apparition d'une véritable compétition nationale, le All Japan Rugby Football Championship, qui est un championnat qui existe toujours aujourd'hui et qui rassemble les meilleures équipes universitaires et d'entreprise. Toujours peu connue sur le plan international, l'équipe du Japon va cependant marquer de petits exploits, en s'imposant par exemple face aux Junior All Blacks en 1968, donc les Junior All Blacks c'est l'équipe B de la Nouvelle-Zélande, et en échange de peu face aux Gallois et aux Anglais entre les années 70 et 80. Seule réelle nation de rugby en Asie, le Japon est alors désigné représentant de l'Asie lors des Coupes du Monde, et ce dès 1987. Si durant les éditions de 87 et de 91 les Brave Blossoms font mention honorable, à leur place de vaillants petits poussets, telle une défaite 42-33 face à l'Australie et une autre défaite 32-16 face à l'Irlande par exemple, les Coupes du Monde de 95 et de 99 seront cependant de réelles claques pour le rugby nippon. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le rugby est en pleine transition entre l'amateurisme et le professionnalisme. Les joueurs commencent à toucher des primes, les charges d'entraînement s'alourdissent et les corps évoluent. Le Japon, cependant, n'a pas encore amorcé son passage vers le professionnalisme, et son équipe nationale est littéralement humiliée en 95 avec un célèbre 145-17 face aux Néo-Zélandais, mais également se prenant raclée sur raclée lors des phases de poule des Coupes du Monde de 95 et 99. Ces lourdes défaites font logiquement diminuer l'engouement du public nippon pour le rugby. Alors, en plein doute, le rugby japonais a alors besoin de rattraper son retard. En 2003, les instances dirigeantes japonaises décident de créer un championnat national semi-professionnel, mais qui doit devenir pleinement professionnel à l'avenir. Il s'agit de la Top League, une compétition comptant actuellement 14 clubs, essentiellement des entreprises. Avec du recul, ce fut un choix gagnant mais qui prit du temps à porter ses fruits. Le premier pas qui marque l'explosion du rugby japonais sur la scène internationale a lieu lors du miracle de Brighton, lors de la Coupe du Monde de 2015. Les Brave Blossoms font alors tomber les Springboks en phase de poule sur le score de 34-32. Un match réellement historique, tant du point de vue du contenu du jeu que du suspense. Cependant, malgré 3 victoires en phase de poule lors de cette édition, les Japonais ne parviendront pas à se qualifier pour les quarts de finale. Une grande partie de cette progression peut être allouée à Eddie Jones et à sa légendaire rigueur. Sous les ordres de l'actuel sélectionneur anglais, les joueurs japonais ont amené leur rugby dans une autre dimension. Un travail de musculation et de fitness leur a permis de développer leurs conditions physiques pour créer un jeu rapide et vif tout au long du match. De plus, les Brave Blossoms bénéficient de plusieurs joueurs nationalisés, dont plusieurs originaires des îles du Pacifique, comme le capitaine Michael Leach qui a fait ses armes en Nouvelle-Zélande, ou le Tongien
coréen Amanaki Mafi. Ces joueurs de gros gabarits permettent ainsi d'apporter de la densité sur les phases de contact et de pallier le manque de puissance des Japonais, qui ne sont pas non plus connus pour être des Golgoth. Entre les Coupes du Monde de 2015 et de 2019, on a constaté la montée en puissance des Japonais, avec des courtes défaites face aux Gallois au Pays de Galles, ou encore le fameux match nul face aux Français en novembre 2017. La Coupe du Monde de 2019, qui a lieu au Japon, est donc un formidable moyen pour le rugby nippon de franchir un cap, avec l'ambition affichée de sortir des poules dans un groupe serré rassemblant les Samoa, la Russie, et surtout les deux piliers celtes que sont l'Écosse et l'Irlande. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Brave Blossoms ont éclaboussé les phases de poule de leur classe. D'abord en disposant de l'Irlande avec un jeu aspiré, audacieux et rapide, mais surtout face à l'Écosse dans un match envolé et ultra intense, qui reste pour moi le plus beau match du mondial. Invaincus en poule, les Nippons tomberont cependant face aux futurs champions sud-africains en quart de finale. Mais l'objectif était atteint, rivaliser avec le top mondial sur 80 minutes et en pratiquant un jeu libéré et attrayant. Maintenant qu'on a grossièrement fait le tour de l'équipe nationale, il faut qu'on parle un peu du développement actuel du rugby au Japon. Déjà, en 2016, le Super Rugby, la compétition des franchises de l'hémisphère sud qui rassemble les équipes australiennes, néo-zélandaises, argentines et sud-africaines, a accueilli en son sein une équipe japonaise, les Sunwolves. Même si cela fut une grande avancée pour le rugby japonais, cette équipe a beaucoup de mal à être compétitive et fait un petit peu office de faire-valoir pour les autres équipes de la compétition, tant son ratio de victoire est faible. Espérons cependant que les récentes bonnes performances de l'équipe nationale se répercuteront en Super Rugby. J'ajoute également qu'après le succès japonais en Coupe du Monde, des négociations ont eu lieu pour que le Japon puisse participer à une compétition internationale majeure. A priori, les discussions pour l'intégration au tournoi destination n'ont rien donné. Mais en revanche, il n'est pas impossible de voir à l'avenir les Nippons jouer le Rugby Championship aux côtés des Argentins, des Sud-Africains, des Australiens et des Néo-Zélandais. Concernant le championnat national, je disais en début de vidéo qu'une ligue rassemblant 14 clubs, la Top League, existait depuis 2003. Ces clubs sont des clubs d'entreprise avec de grosses compagnies telles Toshiba ou Yamaha et qui possèdent d'importantes ressources financières. Le but de ces clubs n'est pas d'être rentable, mais bien de cultiver des valeurs d'entreprise, certains joueurs étant par exemple employés au sein des firmes, c'est-à-dire qu'ils ont un emploi du temps aménagé, donc ils travaillent la journée et ils s'entraînent le soir par exemple. Mais le rugby est également un moyen d'augmenter le prestige de ces compagnies. Il n'y a par conséquent pas de réel esprit de club comme on peut le voir dans les autres pays du rugby, car il n'y a pas d'attachement particulier à un territoire ou à une ville comme c'est le cas par exemple en top 14 ou en premiership anglaise. La grande capacité financière de ces clubs et leur envie de développer leur image a fait que de nombreux grands noms du rugby mondial ont été recrutés dans les clubs japonais, à l'instar de David Pocock, Matt Guiteau ou encore de Dan Carter. Mais malgré ces stars, les équipes remplissent assez difficilement les stades. C'est pourquoi un projet d'une nouvelle Top League est à l'étude en ce moment. Alors ce projet, il aurait pour but de créer une nouvelle ligue rassemblant les 12 villes hôtes de la dernière Coupe du Monde. Et ce, dans l'optique d'avoir un réel sentiment d'appartenance à un territoire, à une ville, et qui permettrait donc d'attirer beaucoup plus de spectateurs, en créant un véritable esprit de club. Si ce projet venait à se concrétiser, ce serait un énorme coup pour le rugby japonais, qui se doterait alors de clubs aux moyens encore plus énormes étant donné que les villes choisies sont de véritables mégalopoles, disposant de budgets très conséquents, bien au-dessus de ceux du top 14 et de la premiership anglaise. Les actuels clubs de la Top League sont assez réticents pour l'instant, et des négociations sont en cours. Mais si ce projet aboutissait, cela serait une révolution pour les championnats européens, alors moins attractifs financièrement du point de vue des stars du rugby. On pourrait donc voir beaucoup moins de grands noms émigrer vers l'Europe, mais plutôt aller vers le Japon. Même si pour l'instant rien n'est fait, nul doute que le Japon jouera un grand rôle à l'avenir sur le rugby mondial. Pour conclure, le Japon est une réelle nation émergente rugbystiquement et qui se donne les moyens de bousculer les hiérarchies mondiales, que ce soit au niveau de son équipe nationale ou de son championnat. L'engouement populaire pour les Brave Blossoms lors de la dernière Coupe du Monde ainsi que le jeu spectaculaire qui est pratiqué par cette équipe ont sans aucun doute placé le Japon sur la planète ovale. Attendons maintenant de voir comment le pays du soleil levant rayonnera sur l'Ovalie. C'est la fin de cette vidéo sur le Japon, et avant que vous partiez, j'avais envie de vous parler d'une chaîne YouTube qui s'appelle Kulula et qui a été créée par un de mes abonnés. Cet abonné vit en Afrique du Sud et il parle notamment de son expérience rugbystique en Afrique du Sud, comment est-ce que ça se passe dans les clubs sud-africains, comment est-ce que les différentes communautés s'accordent dans le rugby. Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant et du coup, je vous mets le lien en description et en petite fiche et je vous encourage vivement à aller le soutenir pour ses débuts prometteurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à la partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche si ça vous a plu. Je vous invite vivement à participer en commentaire pour compléter ma vidéo si j'ai oublié des trucs, puisque évidemment j'ai dû faire des choix pour cette vidéo. Vous pouvez aussi me corriger si j'ai dit des conneries, mais aussi dites-moi si vous pensez que le Japon sera l'équipe de la prochaine décennie. Moi je pense qu'ils ont une très belle carte à jouer. Donc voilà, on se donne rendez-vous en section commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que chez nous le rugby, c'est une coutume.